Imaginez le plus hostile des déserts, sur lequel vivait le plus puissant des rois. Pour montrer son pouvoir sans limite, le roi Shah-Adad va y construire la plus belle cité de toute l'Arabie. Il la baptisa la magnifique Hiram. Les portes de la ville étaient incrustées d'or. De nombreux châteaux constituaient cette cité. Ceux-ci contenaient des galeries remplies de pierres précieuses, de topazes, d'argent, de saphirs. À leur sommet, on y voyait tous les quartiers d'Hiram, tous plus luxueux les uns que les autres. Ils étaient séparés par des jardins verdoyants et des fontaines à l'eau pure. Hiram était le paradis sur terre. Les habitants y vivaient heureux, ils ne manquaient de rien. Leurs désirs physiques étaient tellement comblés qu'ils en délaissèrent leur foi et les questions spirituelles. Les dieux envoyèrent alors un prophète pour les rappeler à l'ordre. Les pratiques religieuses sincères sont nécessaires pour s'enquérir des faveurs des dieux. Mais les habitants ne l'écoutèrent pas. Les dieux prirent alors une décision radicale. Et alors, une tempête de sable s'abat durant 8 jours et 8 nuits sur la ville, y engloutissant les moindres recoins pour ensevelir sous le désert qu'on nommera plus tard le quartier vide en guise de témoin de la vanité des hommes et de leur vide spirituel. Ce désert, c'est le Roub al-Khali. C'est selon nos confrères espagnols de Marca qui affirme que Cristiano Ronaldo, qui est libéré, je vous rappelle, de son contrat avec Manchester United il y a quelques jours, aurait trouvé un accord avec le club saoudien d'Al Nasser en signant pour 2 ans et demi avec une rémunération de plus de 200 millions d'euros par an, englobant les salaires et les accords publicitaires. Le deal serait sur le point d'être finalisé. À partir de 2023, le championnat saoudien a été le théâtre de l'arrivée de nombreux grands joueurs, piqués au nez et à la barbe des grands championnats européens, alors que pour la plupart, ils avaient encore le niveau pour y jouer. Alors, est-ce que ces centaines de millions d'euros en recrutement aideront à développer la Saudi Pro League, ou est-ce que celle-ci va s'effondrer sous le poids de ses richesses, comme la cité maudite d'Hiram? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et pour comprendre, on va demander à un protagoniste qui avait entamé une stratégie similaire à partir du début des années 2010 et qui va se concrétiser notamment à partir de 2015. Pour cela, nous allons demander à la République populaire de Chine. Dis-moi, Et je t'écoute. tu es le deuxième pays le plus peuplé du monde, avec à peu près 1,4 milliard d'habitants. Oui, Tu es la deuxième puissance économique mondiale. oui. Mais est-ce que sportivement tu te considères comme un gros pays? Oh bah oui, c'est clair. Aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris, on finit deuxième avec 40 fédérateurs et 91 au total. Et en plus, on met Chi domino dans certains sports comme le tennis des tables ou le badminton. Mais du coup, comment ça se fait que ton pays, qui représente 1/6 de la population mondiale, n'arrive pas à être fort au foot? Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. T'es bien la République populaire de Chine, tu devrais être fort au sport le plus populaire du monde. Et je veux dire, on connaît aucun joueur chinois, nous, en Europe. Mais alors, tu en connais des genres de toute une nationalité? Bon, comme on l'a dit, t'étais un pays économiquement assez puissant. Est-ce que t'as pas entamé des politiques publiques pour essayer de rehausser le niveau de la sélection nationale et du championnat? Si, on a tenté des trucs. Comme quoi? Pour rehausser le niveau du football en Chine, notre objectif était double. On voulait dans un premier temps augmenter le niveau du championnat national, donc augmenter le niveau de la Chinese Super League, et ensuite augmenter le niveau de la sélection nationale. Les deux se complètent un peu mutuellement parce que les meilleurs joueurs du championnat chinois, c'est souvent des joueurs chinois. Donc, si on augmentait le niveau de la Chinese Super League, ça allait mécaniquement faire monter aussi le niveau de la sélection nationale. Ouais, et comment t'as fait? Bah, comme on était en retard par rapport aux autres championnats en Asie, l'idée de départ était d'attirer de très bons joueurs, des stars du football. Avec de tels joueurs dans nos rangs, ça pourrait aider les équipes chinoises à performer. Ça pourrait aussi inspirer les jeunes chinois à se mettre au football. On pense aussi que les joueurs chinois qui évolueraient avec ces immenses stars bonifieraient leur talent à leur contact. Donc les clubs de la ligue chinoise ont commencé à recruter plein de joueurs, des grosses stars, des joueurs bien installés en Europe,
pour les attirer en Chine. Parce qu'ils ont trouvé le projet plutôt pas mal. Ah, tu veux dire que tu les as forcés quand même. Ils ont complètement adhéré au projet. Ok. Et alors ça a marché cette histoire? Ouais, pas vraiment. Au début, à partir de 2015 surtout, la Chine voit arriver des très grands joueurs, donc des Carlos Tevez, des Axel Witsel, des U, mais les clubs n'étaient pas stables financièrement. C'est-à-dire qu'une part anormalement élevée de leur budget était consacrée au paiement des salaires de ces stars. Et tu te doutes bien que faire reposer l'économie de tout un club sur 2-3 gros joueurs, c'est jamais une bonne idée. Parce que s'il y en a un qui se blesse, ton investissement n'est pas rentable. S'il n'y a pas d'alchimie dans l'équipe parce qu'on n'arrive pas à le faire jouer correctement, ton investissement n'est pas rentable. Donc déjà, tu vois que ça va poser des problèmes de stabilité. Ok, je vois. Mais en plus, les clubs chinois ont une structure de financement assez particulière. En fait, la plupart des clubs appartiennent à des entreprises, des grosses entreprises chinoises, qui voient le club comme une filiale de leur projet. Ça leur fait de la pub et ça leur envoie une bonne image. Et donc ces entreprises injectent de l'argent dans ces clubs pour les financer. Et ça, on le voit assez bien. Prends l'exemple d'un club comme le eBay China Fortune, un club qui n'existe plus aujourd'hui. eBay, c'est le nom de la province d'où provient le club, et China Fortune, c'est un groupe d'investissement qui détient le club. Autre exemple, le Guangzhou Evergrande, vainqueur de la Coupe d'Asie en 2015. Guangzhou, c'est le lieu d'attache géographique du club, et Evergrande, c'est un groupe immobilier qui détient le club. Je comprends maintenant. Et cette situation de un club qui appartient à une entreprise, c'est la norme en Chine. En 2020, la Chine, comme tous les pays du monde, va être frappée par la crise du Covid. Ça va fragiliser énormément tous les clubs de Chinese Super League, d'autant plus qu'à partir de 2021, la Chine fait face à une crise immobilière. La plupart des entreprises sont en manque de financement, donc elles ont plus d'argent à investir dans leurs clubs. Les clubs, du coup, se retrouvent délaissés. Et donc certains vont mourir dissous à cette période. Par exemple, le Guangzhou Evergrande, le champion d'Asie 2015 dont on a parlé, aujourd'hui il n'existe plus à cause de ces deux crises. Pareil pour d'autres clubs comme le Dalian Pro ou le Shenzhen FC. Ouais, donc visiblement, acheter des très gros joueurs très chers, leur donner des gros salaires pour essayer de starifier un championnat, ça marche pas beaucoup parce que tu développes pas toute ta ligne en même temps. Tu lui permets juste d'avoir plus d'exposition, mais le niveau réel en soi, il est pas forcément plus élevé. Et par contre, ça a un coût financier énorme pour les clubs. Ouais, c'est exactement ça. Est-ce que les joueurs chinois se sont améliorés au contact de ces stars? Est-ce que ça a permis à l'équipe nationale de relever le niveau? Non, pas vraiment. L'équipe nationale n'a pas participé à de Coupe du Monde depuis la mise en place de ce système. Et lors de la dernière Coupe d'Asie en 2023, on s'est fait éliminer dès les phases de groupe, derrière des pays comme le Tadjikistan. On a connu mieux comme pays en termes d'investissement footballistique. Ah oui, c'est clair. Bon, maintenant il faut qu'on se pose la question. Est-ce que cette situation est la même en Arabie Saoudite? Dans quelle mesure c'est comparable? Et quelles sont les différences entre l'Arabie Saoudite et la Chine? Que s'est-il passé? La Chine a été un laboratoire pour la plupart des pays du monde. À ce moment-là, on a compris que investir massivement et brutalement dans quelques très bons joueurs, très grosses stars du football, ça ne marche pas. Les États-Unis aussi ont essayé. La MLS a recruté des joueurs comme Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Les Matuidi. Pourtant, la MLS n'est pas un très grand championnat aujourd'hui. A annoncé mercredi avoir recruté le champion du monde 2018 qui va rejoindre son compatriote Karim Benzema. Mané, qui est parti du Bayern, honnêtement c'était un flop inattendu qui va en Arabie Saoudite. Il marque au Paris Saint-Germain pour s'engager avec la formation saoudienne d'Al Hilal. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, mon gars, mais t'es complètement con! Oh là là, oh là là. Ah mais c'est le soleil qui vous tape sur le système nerveux, là, c'est à n'y rien comprendre. Oui, on a recruté Neymar. Oui, on a recruté Ronaldo, Benzema, Kanté, Mahrez. Oui, ok, t'as raison. Mais t'as pas tout dit. Je me dois d'ajouter quelque chose. Connais le PIF? Non, mais j'imagine que tu vas me le dire.
Le Public Investment Fund, le fonds d'investissement public du gouvernement saoudien. Ce fonds d'investissement détient les 4 plus gros clubs d'Arabie Saoudite. Ce sont Al Nasser, Al Hilal, Al Ahly et Al Ittihad. Ah oui, il détient en fait tous les clubs les plus connus et tous ceux qui ont acheté des grosses stars. Tiens d'ailleurs, pourquoi c'est lui qui détient tout ça? Et parce que le Public Investment Fund, il est majoritairement financé par les ressources publiques. Et tu sais, nous, on est un pays assez riche parce qu'on a du pétrole. Ouais, ça t'inquiète, on le sait. Donc, depuis que le PIF a mis beaucoup d'argent dans ces 4 clubs-là, ils ont pu se permettre d'acheter beaucoup de joueurs. Mais t'as pas suivi le début. Tant que là, ton projet est voué à l'échec. Attends, va pas si vite, mon bonhomme. La MLS et la Chine, ils ont acheté des stars. Ok. Prends l'exemple de Al Nasser. Ok, il y a Cristiano Ronaldo. Et on a aussi recruté des bons joueurs, tous des potes, sans que ce soit forcément des stars. On a recruté des mecs comme Henrik Laporte ou Marcelo Brozovic. Et auparavant, le club détenait aussi des joueurs comme Alex Telles, David Ospina, Jocelyn Conan, Seko Fofana. Tu vois, tous ces mecs-là, c'est pas des stars. C'est pas des mecs qui coûtent hyper cher. Mais mine de rien, ça relève pas mal le niveau de l'équipe. Ok. Le football, c'est un sport collectif. Le niveau d'une équipe, c'est pas le niveau de ses stars, c'est le niveau de ses joueurs les plus faibles. Et le truc différent qu'on a fait par rapport aux Chinois ou aux Américains, c'est que nous, on a décidé d'investir dans toute l'équipe. On n'a pas juste payé des salaires de bâtards à des grosses stars. On a aussi investi dans des bons joueurs d'effectifs, des joueurs qui sont là pour faire le nombre, qui sont pas des stars, mais qui restent très bons dans leur domaine. En gros, ça veut dire que le 8 ou 9e joueur du club d'Al Nasser, il est bien meilleur que le 8 ou 9e joueur de Guangzhou Evergrande, par exemple. Enfin, à l'époque où ils existaient. Non, ok, je dois reconnaître que effectivement il y a une petite différence avec la Chine. Mais comment vous allez faire pour pérenniser le championnat sur le long terme? Et on a acheté des jeunes joueurs qui vont bâtir leur carrière en Arabie Saoudite. Des mecs qui vont se construire chez nous. Je reprends l'exemple d'Al Nasser. Tu sais c'est quoi le transfert le plus cher d'Al Nasser? Ouais, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, il nous a coûté 0€. Le joueur qui nous a coûté le plus cher, c'est John Duran. 77 millions d'euros à Aston Villa. Ce gars-là est né en 2003. C'est pas une star, mais ça va le devenir. Et ça va le devenir chez nous. Ah, je comprends. Et puis en fait, John Duran, c'est pas du tout un cas isolé. Al Nasser a aussi recruté Mohamed Simakan, défenseur central français au RB Leipzig pour 35 millions d'euros. Il a 25 ans aujourd'hui. Al Hilal, eux, ils ont recruté Marcos Leonardo, 40 millions d'euros au Benfica de Lisbonne, alors qu'il a 20 ans aujourd'hui. Al Ittihad, eux, ils ont recruté l'international français Moussa Diaby pour 60 millions d'euros à Aston Villa. Donc là, on peut déjà commencer à entrevoir la stratégie saoudienne vis-à-vis du football. Le gouvernement a massivement investi dans 4 clubs. Mais la stratégie d'investissement est légèrement différente de ce qui s'est passé en Chine ou aux États-Unis. Là où les Chinois ont investi beaucoup sur 2-3 stars dans une équipe, les Saoudiens y ont invité des joueurs d'effectifs, comme Henrik Laporte ou Seko Fofana par exemple, mais aussi de la jeunesse. Ils ont dépensé énormément d'argent dans des jeunes joueurs qui vont se développer dans leur championnat. Mohamed Simakan, Moussa Diaby, etc. Ça, c'est le plus important pour le développement à long terme d'un championnat. Parce que quand les stars arrivent en Chine ou aux États-Unis, elles savent qu'elles vont pas y rester très longtemps. Quand tu as Moussa Diaby, Mohamed Simakan, John Duran, etc. qui choisissent l'Arabie Saoudite, c'est pas impossible qu'ils y restent plus longtemps. Parce qu'ils ont encore plus d'années devant eux dans leur carrière. Et pourquoi avoir investi maintenant mais pas avant? Les États-Unis ou la Chine, ça fait un moment déjà qu'ils ont commencé à investir sur le football pour essayer de se développer. Vous, pourquoi vous avez attendu 2022 pour vous lancer? T'inquiète, je vais t'expliquer. En fait, pour comprendre ça, il faut savoir que l'Arabie Saoudite, c'est un pays qui prend source sur un désert, en gros. Donc on avait très peu de ressources naturelles, sauf le pétrole. Et c'est comme ça que le pays s'est enrichi, en vendant une ressource convoitée et nécessaire pour tous les pays du monde. Ouais, mais le pétrole, ça pollue et ça fait des sacs plastiques, et après les sacs plastiques, ils vont dans la mer et ça tue des tortues. Et donc, à cause de petits chouineurs dans ton genre, Elle parle bien déjà. la consommation de pétrole, elle va sûrement diminuer dans les prochaines années. Il y a de nombreux accords écologiques qui sont en train d'être passés entre différents pays, et des lois qui sont en train d'être signées au sein même de ces pays pour moins polluer et ainsi diminuer l'impact de l'homme sur le réchauffement climatique. Le problème, c'est que nous, on vit que du pétrole et on n'a rien d'autre en fait pour l'instant. Donc notre prince Mohammed Ben Salman a eu une idée, il faut diversifier l'économie du pays. Oh yeah, this is a good idea. This is a good idea. Et donc pour ça, on va investir l'argent récupéré par le pétrole dans le tourisme, et notamment le tourisme sportif. Sportif, c'est pas que le foot.
Mais non, Jamy, je te rappelle qu'on a quand même un Grand Prix de Formule 1, qu'on a accueilli des super coupes, qu'on va bientôt accueillir les Jeux Olympiques d'Asie, qu'on a organisé plusieurs événements dans le jeu vidéo, la Coupe du Monde de Rocket League, l'eSport World Cup, on a aussi accueilli le Dakar. Wesh, c'est quoi cette dinguerie? Oh, Starfall là, voilà, voilà, je m'y attendais pas, allez. Le Dakar en Arabie Saoudite. Ouais, pose pas trop de questions, moi non plus j'ai pas compris. Mais c'est quoi la prochaine étape? Bah déjà, la Coupe du Monde en 2034, mais il y aura bien sûr d'autres événements. Bon, on va jouer à un jeu. Imaginez qu'il y a deux pays. Pour le moment, on va les appeler pays A et pays B. Supposons que le pays A est meilleur que le pays B aux Jeux Olympiques. Il a plus de médailles et plus de médailles d'or sur 3 des 4 éditions concernées. Supposons que ce pays A dispute et remporte 2 Coupes du Monde sur cette période. Là où le pays B n'y participe même pas. Et même, le pays A va organiser et remporter l'une de ces Coupes du Monde. Devinez quoi? La presse étrangère salue l'organisation et se prend d'extase devant les stades magnifiques construits pour l'occasion. Le pays A, c'est aussi le pays de naissance de 2 cyclistes qui vont remporter 3 Tours de France. Le pays B, lui, ne participera pas du tout à ces Tours de France, personne ne va s'y qualifier. Et ce pays B, il va même attendre plus de 70 ans avant d'envoyer un cycliste dans le top 3, et encore quelques années supplémentaires avant de le remporter. Maintenant, la question, elle est là. Quel pays préférez-vous? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. C'est juste pour un test. Bon, vous demandez de plus. Bon, bah si vous êtes comme moi, vous avez préféré l'Italie fasciste de Benito Mussolini au Royaume-Uni des années 30. Là, je pense qu'on a montré que le sport a un réel impact sur la manière dont on perçoit les pays. Au-delà de la politique, des décisions qui sont prises au sein de ce pays, au-delà du fait qu'ils puissent bafouer les droits de l'homme, tout ça c'est expliqué dans un livre. Joseph Nye, c'est un politologue qui va avoir une influence prépondérante en manière de concevoir la politique. Il va caractériser une notion qui s'appelle le soft power, c'est-à-dire la capacité de persuader autrui de faire ce que l'on veut sans utiliser ni la force ni le paiement. Mais le soft power, c'est alimenté par toutes les petites choses auxquelles on ne pense pas quand on parle de pouvoir politique. C'est l'influence de la langue, de la religion, de la littérature ou du sport. L'Arabie Saoudite l'a compris. C'est pour ça qu'ils ont investi massivement dans le sport. Parce que le sport véhicule des valeurs qui sont globalement positives. Et si l'Arabie Saoudite réussit à se faire voir comme un pays sportif, cela risque de renforcer leur image auprès des populations du monde et même des pays. Cela risque de renforcer leur image dans les relations internationales. C'est pour ça qu'ils organisent des grands prix de Formule 1, qu'ils achètent des grands joueurs et essayent de faire améliorer leur championnat national. Le désert du Rub al Khali dont je vous parlais en début de vidéo, il s'étend aussi sur une partie du territoire d'Oman, des Émirats Arabes Unis. Et le Qatar aussi est un pays assez désertique. Mais ces trois-là, ils ont un discours un peu similaire à l'Arabie Saoudite. C'est en gros des déserts avec du pétrole, donc ils ont beaucoup d'argent et ils sont en train de le réinvestir dans le sport. Alors, ils n'ont pas encore développé de championnat de football du niveau de celui de l'Arabie Saoudite, mais ils organisent tous des grands prix de Formule 1, voire de MotoGP ou de Quake, certains. Le Qatar détient le Paris Saint-Germain, les Émirats Arabes Unis détiennent le City Football Group, avec dedans Manchester City, Gérone, New York City Football Club, etc. Ils organisent chacun des cours de cyclisme de leur pays pour promouvoir la géographie, le côté carte postale, comme on a l'habitude nous pour le Tour de France. Et au final, tous ces investissements de l'Arabie Saoudite, ça va peut-être faire oublier les crimes qu'ils ont connus et qui ont beaucoup été reprochés par la communauté internationale. L'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi ou l'interventionnisme militaire au Yémen. Le sport est un enjeu politique majeur pour dynamiser son économie ou améliorer son image à l'international. Et l'Arabie Saoudite l'a bien compris et c'est pour ça qu'ils investissent tant dans leur championnat national.